chers amis, Erev Tov, Beruchim Abaim sur Yeshiva Zoom, Sage Online. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver, d'échanger, d'étudier et de découvrir avec vous les délices, les saveurs de la Torah. Cette semaine, nous sommes Parashat Vayeshev. Vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv be'eretz Kenaan. Bien sûr, notre limoud, notre étude, qui est déjà un mérite pour nous-mêmes, pour vous, pour ceux qui sont là, un mérite pour tout le Ham Israël, et nous adressons tous nos souhaits, notre filote à Akadosh Baruch Hu, pour qu'il envoie la Géoula au Ham Israël tout entier, qu'Akadosh Baruch Hu envoie la Refoua Shelema à tout le monde, la Parnassa, la Simcha, le mariage, les enfants, les petits-enfants, et Talmud Torah Keneged Kulam, que nous puissions, Be'ezrat Hashem, étudier la Torah pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, que son nom se dévoile dans le monde et que nous puissions voir la présence d'Hachem dans tout ce que nous vivons et dans tout ce qui se passe dans le monde, Be'ezrat Hashem. Très chers amis, vous savez que ce soir, nous sommes le 19 qui se lève. Le 19 qui se lève, c'est l'Aïloula d'un grand maître, Rabbi Dov Ber de Mezrich, qu'on appela par la suite le Maguid de Mezrich, qui est le grand élève de Rabbi Israël de Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, et qui d'ailleurs lui succédera, et lui-même, le Maguid de Mezrich, aura de grands élèves, parmi les plus connus, de façon populaire, le Kdushat Levi, Rabbi Yitzhak Levi de Berdichov, qui est l'élève du Maguid de Mezrich, également le Baal Atania, et, pour citer des noms connus, le Noam Elimelech, et encore beaucoup d'autres grands maîtres de la Chassidoute. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais je vous conseille, enfin, je vous suggère d'allumer une veilleuse et de mettre de la tzedaka, Leiloui Nishmat Rabbi Dov Ber de Mezrich. Je vous attends, allez le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous attends. Et que son mérite, ainsi que le mérite de tous les tzadikim, rejaillissent sur le Ham Israël, sur tout le peuple d'Israël. Et en l'occurrence, je voudrais, avec plaisir, allumer. Si vous avez allumé, vous envoyez un pouce, vous dites que vous avez allumé une veilleuse, que vous avez mis une pièce ou un billet dans la tzedaka, Leiloui Nishmat Rabbi Dov Ber de Mezrich, que son mérite rejaillisse sur tout le Ham Israël Be'ezrat Hashem. Et donc, puisque c'est ça Iloula, vous savez qu'il est important d'étudier un Dvar Torah, une parole de Torah, le jour de la Iloula des maîtres. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous. On est jeudi. Jeudi 19 qui se lève, jeudi soir, donc vendredi. Oh là là, comment ça se fait que tu m'entends? Parce que tu as mis le micro. Et donc, je disais que puisque c'est important d'étudier une parole de Torah transmise par le maître le jour de Saïloula, je voudrais partager avec vous une idée fondamentale et très intéressante et très importante du Maguid de Mezrich. Maguid de Mezrich, si tu veux couper le micro, sinon tout le monde t'entend, moi il n'y a pas de problème. Je ne trouve pas, Ah. Et donc, bien sûr, en rapport avec la paracha de Vayeshev. La Gemara, dans Masechet Eruvin, Daf Yud Gimel Amud Bet,
ramène un enseignement de Rabbi Abba au nom de Shmuel, qui cite une discussion qu'il y a eu entre les élèves de Beth Shammai et les élèves de Beth Hillel, l'école de Shammai et l'école de Hillel. De Shalosh Shanim, durant 3 années, Nechleku Beth Shammai ou Beth Hillel. L'école de Shammai et l'école de Hillel étaient en opposition, en mahloket, en discussion. Halalu omrim alacha kemotenu ve'alalu omrim alacha kemotenu. Ceux-là disent la halacha est comme nous, et ceux-là disent la halacha est comme nous. Donc ça veut dire que dans le Talmud, il y a à peu près aux alentours de 200 discussions entre Beth Shammai et Beth Hillel, entre l'école de Shammai et de Hillel. Lorsqu'on étudie la Mishnah, la Gemara, on rencontre leurs discussions. Et durant 3 années, ils sont eux-mêmes en discussion. Vous vous rendez compte, pendant 3 ans, comment va-t-on fixer la halacha? Selon l'école de Shammai ou selon l'école de Hillel? Et la Gemara dit qu'au terme de ces 3 années de discussion, Yatzta Batkol, il y a une voix céleste, un écho céleste, qui est sorti, Ve'abra lahem, et elle leur a dit, donc cette Batkol énonce, Elu ve'elu divrei Elokim Chaim. Les paroles de ceux-là, et les paroles de ceux-là sont des paroles divines, vivantes, Elokim Chaim, ou du Dieu vivant, Hen. Donc, Elu ve'elu divrei Elokim Chaim, Beth Shammai et Beth Hillel, leurs propos sont des paroles de Elokim Chaim, mais cependant la halacha ve'halacha kedivrei Beth Hillel. Bien sûr, la Gemara poursuit et la Gemara développe. Cette formule talmudique, bien connue ici dans Eruvin Yud Gimel Amud Bet et dans Masechet Gitin d'Avav Amud Bet, 2 fois, le Talmud nous enseigne que Beth Shammai et Beth Hillel, comment peut-il y avoir plusieurs vérités, divinités égale une? Très bonne question. Nous allons voir, Be'ezrat Hashem. Et donc 3 ans, ils sont en discussion. Comment on va fixer la halacha? Puisqu'il y a des discussions, maintenant il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on suit l'opinion de Beth Hillel ou l'opinion de Beth Shammai? Et il y a une batkol qui sort et qui dit Elu ve'elu divrei Elokim Chaim. Cependant, la halacha est comme Beth Hillel. Il y a ici plusieurs points importants, intéressants. Alors bien sûr, comme vous demandez, très justement, c'est la question que tout le monde soulève, Rabbané Tzarfat, le Ritba ramène au nom des rabbanim français, Rabbané Tzarfat ont demandé comment est-il possible, Each efshar sheyu shnehem divrei Elokim Chaim veze oser veze matir, comment est-il possible que lorsque nous avons 2 opinions opposées, soient toutes les 2 Elokim, divrei Elokim Chaim? Cette question, qui est d'évidence quand on lit la Gemara, connaît d'innombrables réponses. Nous allons voir une idée que j'aime beaucoup, du Maggid de Mezritch en l'occurrence, mais pour comprendre son idée, nous allons d'abord voyager dans la paracha. Donc avec un peu de patience, nous allons arriver à ce que dit le Maggid de Mezritch. Moi, je n'explique pas ce qu'il dit, c'est profond, c'est un grand maître, mais ça m'a inspiré de le relier à la paracha et nous verrons qu'est-ce qu'il va dire. Donc ça, c'est le texte de la Gemara dans Eruvin. Et la question que vous avez soulevée très justement, qu'est-ce que ça veut dire Elu ve'elu divrei Elokim Chaim? Nous allons voir la réponse du Maggid de Mezritch. Encore une fois, nous allons d'abord voyager dans la paracha à travers un thème qui s'appelle la jalousie. Pourquoi la jalousie?
la paracha nous raconte au début de Vayeshev que Israël, donc Yaakov Avinu, je ne sais pas pourquoi ici il s'appelle Israël. Bon, il y a plein de questions. En tout cas, il est dit au chapitre 37, verset 3, Israël ahav et Yosef mikol banav. Yaakov Avinu aime Yosef plus que ses fils. La Torah nous dit qui ben zekunim ou lo, il explique Rashi, parce qu'il est l'enfant de sa vieillesse. Il est né lorsque Yaakov était âgé. Première traduction, Rashi va ramener 3 traductions. Ve'asalo ketonet pasim. Et Yaakov Avinu, ça a l'air de... Oui, regardez le Rashbam, il soulève la question sur Binyamin, très bonne question. Le Rashbam, il y a beaucoup de Mefarshim qui soulèvent la question. Une des réponses la plus simple, c'est que Binyamin, il est encore bébé à ce moment-là. Mais c'est une bonne question. Et donc, en lecture première du Passouk, donc Yaakov aime Yosef plus que ses fils, il est l'enfant de sa vieillesse, et il va lui confectionner une tunique qui s'appelle Ketonet Passim. Ketonet Passim, première traduction de Rashi, c'est une tunique qui est faite en soie, ou plus précisément peut-être en laine de qualité fine. Quelle est Milat, comme Karpas ou Trelet, Ketonet Passim des Tamar Ve'amnon. Donc, il va lui confectionner une tunique, ça tout le monde connaît la paracha, d'une grande finesse et de grande qualité. Il y a plusieurs traductions, mais simples. Et là, la Torah, alors, il faudra analyser cette différence que Yaakov fait entre ses fils. La Gemara en parle déjà au traité Shabbat, les Midrashim. Mais la Torah nous dit quelque chose d'intéressant. Face à ce choix de Yaakov Avinu, il va y avoir une réaction des frères de Yosef. Pasuk Dalet, ses frères voient qui oto ahav aviem mikol echav. Ils voient, ils constatent que Yaakov aime Yosef plus que ses frères. Alors vaïsneu oto, ils vont le haïr. Velo yachelu dabero le shalom, et ils ne peuvent plus parler en paix, en shalom à Yosef. Donc lorsqu'on lit la paracha, les psukim, nous voyons que le comportement de Yaakov suscite la haine des frères de Yosef à l'égard de Yosef. La suite des psukim, Yosef va rêver. Pourquoi vous dites choix de Yaakov Avinu et pas préférant? C'est son choix. Dans son choix, il a préféré, mais je vais dans votre sens, dans son choix, il a préféré Yosef. Par la suite des psukim, donc il va, Yosef, faire plusieurs rêves. Est-ce qu'il fait un rêve? Est-ce qu'il fait 2 rêves? Est-ce qu'il fait 3 rêves? Il y a plusieurs versions dans les Mefarshim. Et là aussi, le Pasuk 8 nous dit Vayosifu otseno oto al halomota ve'al nevarav. Ses frères vont rajouter, vont augmenter de la haine. Donc ils le haïssent de par la préférence, si vous voulez, que Yaakov a envers Yosef. Ensuite, Yosef fait des rêves et il les interprète, parce qu'il leur dit « je vais régner » et vous allez vous prosterner. Et son rêve, ou ses rêves, vont amplifier, augmenter la haine. Vayosifu od seno oto. Ils vont le haïr davantage. La Torah continue, pasuk tête. Yosef fait encore un rêve, vayachalom od chalom acher, qu'il raconte à ses frères. Donc si le premier rêve, ce sont des gerbes qui
se trouve dans les champs. Le deuxième rêve, c'est le soleil, la lune et les étoiles qui se prosternent à lui. Et là, la Torah nous dit, Vaikan Ubo Echav. Ses frères vont être jaloux. Que fait-on de l'Ifné Hiver Lotiten Virchol pour Yosef Hatzadik? C'est une très bonne question, et je le dirai très vite parce que ce n'est pas le sujet, mais certains Mefarshim, je crois le Orach Chaim Akadosh, il dit que ce qu'il a fait Yosef, c'était pour calmer ses frères et non pour les exciter. Donc, est-ce qu'il fait ça pour les exciter? Est-ce qu'il fait ça pour les calmer? C'est une discussion. Vous avez une très bonne question. Très bonne question. Donc, il y a 3 réactions des frères de Yosef. Première réaction, ils le haïssent, hein, comme c'est écrit clairement dans la Torah. Vaïsneuoto, le terme est violent. Deuxième réaction, ils augmentent la haine. Vayosifu od senoto, ils vont le haïr davantage. Troisième réaction, vayekan ubo echav. Ses frères sont jaloux de Yosef. Les frères de Yosef sont jaloux de Yosef. Alors, attention, je le dirai très vite, il faut savoir plusieurs choses. D'abord, nous parlons de grands personnages. Nous parlons des 12 tribus du Ham Israël. Nous parlons des fils de Yaakov Avinu. Donc ce sont des tzadikim. D'eux vont sortir tout le Ham Israël. Et donc ils sont en train d'écrire l'histoire du Ham Israël. Donc lorsqu'on va parler de la haine des frères, bien sûr par la suite il va y avoir une réaction. Au début ils veulent le tuer. Ensuite ils vont le vendre. Et va s'en suivre toute l'histoire. Et chaque épisode et étape est d'une grande importance. Il est vrai, je le rappelle très vite, le point de départ, c'est écrit au Pasuk Bet, Vayave Yosef et Dibatabra. Tout commence par le Lashon Hara que Yosef fait à l'égard de ses frères. Donc il y a le Lashon Hara de Yosef, il y a l'amour de préférence de Yaakov, il y a la Ketonet Passim et il y a les rêves de Yosef. Et tout ça va susciter chez les frères 3 réactions, 2 semblables. Les 2 premières réactions, c'est la haine et le rajout, l'amplification de la haine. Et la 3e réaction, c'est la jalousie. Alors attention, moi, je ne vais rien dire ni sur Yosef, ni sur Yaakov, ni sur les fils, les 12 tribus, les fils de Yaakov. C'est à une autre dimension. Mais comme disent tous les Mefarshim, ce qui est écrit dans la Torah, c'est à lire à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est d'essayer de comprendre ces personnages. Pourquoi Yaakov a fait ceci? Pourquoi il fait une préférence? Pourquoi Yosef fait ce Lashon Hara? Pourquoi Yosef raconte ses rêves? Et quel est le sens de la réaction? 2 fois de la haine et 1 fois de la jalousie. Ça, c'est lorsqu'on va analyser la Torah. Et le baromètre de notre analyse sont ces personnages. Mais ce n'est pas le travail que je vais faire, parce que, bien évidemment, je ne suis rien pour me permettre de parler de Yaakov, de Yosef et de ses frères. La deuxième lecture de la Torah, c'est mettant de côté la taille et la grandeur de ces personnages, la Torah parle à tout le monde. Dibra Torah Kilshon Bene Adam. Donc la Torah, elle me parle. La Torah, elle veut me livrer un enseignement. C'est d'ailleurs le sens même du mot Torah, comme nous dit le Maharal, Torah Milashon Hora'a. Donc, si chaque fois que je lis un texte, je dis c'est pas de mon niveau, je ferme le texte, je vais finir par lire des bandes dessinées. C'est pas intéressant. Donc, il y a ce deuxième niveau qui s'adresse à tout le monde. Donc, on va pas donner un sens au choix de Yaakov ou à la préférence, si vous préférez, au comportement de Yosef, etc. C'est très profond et les maîtres se sont penchés longuement dans la Gemara, dans le Midrash, dans le Zohar et dans de nombreux Mefarshim. Ce que nous allons faire, c'est nous allons essayer, comme le dit Rav Gabriel Rabinovitch dans son livre Tiv à Torah, si la Torah, somme toute, elle parle ainsi, c'est pour nous livrer un enseignement. Je ferme donc la parenthèse. La Torah nous parle donc de la jalousie.
Il faut savoir que la jalousie, c'est un sujet très, très important. C'est un sujet que les sages parlent beaucoup dans la Mishnah, notamment de Pirkei Avot, dans le Talmud. Le Mesilat Yesharim dans Perek Yudalef, si on a le temps, on dira quelques enseignements du Mesilat Yesharim au 11e chapitre. Et il y a d'innombrables livres qui parlent de la jalousie, mais nous allons voir quelques enseignements forts et vivants de ce vice qui est la jalousie. Et, n'ayons crainte de le dire, tout homme est jaloux. On a tous, quelque part, tant qu'on n'a pas travaillé la jalousie, on est tous jaloux. Les enfants, dès leur naissance, sont jaloux. Dès qu'un enfant vient au monde, il vient avec des mauvaises midotes, comme il vient avec des bonnes midotes. Il vient avec des bons traits de caractère, comme avec des mauvais. Un des mauvais traits de caractère, c'est la jalousie. D'ailleurs, lorsqu'un enfant naît, on dit s'il y a d'autres enfants, il faut leur faire des cadeaux, etc. Sinon, ils vont être jaloux parce qu'ils vont voir que papa et maman se tournent vers le nouveau bébé. Et lui, qu'il a 1 an, il était le premier, on s'est occupé de lui. Maintenant, il est un peu délaissé. Donc, c'est la jalousie, ça commence très tôt. On grandit avec ce vice et il va falloir le travailler. Alors, nous allons lire ensemble et étudier ensemble quelques chidushim qui tournent autour de la jalousie. Oh. Alors, il y a une question qui est soulevée et travaillée dans les Mefarshim. De quoi sont-ils jaloux? Il faut faire le même travail dans la haine, mais ce soir nous sommes dans la jalousie. De quoi sont-ils jaloux? Y a-t-il une raison? Y a-t-il plusieurs motifs? Existe-t-il une raison valable pour être jaloux? Est-ce que leur jalousie est positive ou leur jalousie est négative? Est-ce que c'est l'amour de Yaakov envers Yosef qui les rend jaloux? Ça n'a pas l'air des psukim, ça a l'air que l'amour de Yaakov a suscité chez eux la haine. Eux, ils sont jaloux après le récit du deuxième rêve. Donc, c'est-à-dire qu'au début, ils vont ressentir de la haine, de la sina, et ce n'est qu'en fin de compte qu'ils vont ressentir de la jalousie. Il faut analyser tout ça. Qu'est-ce qui les rend jaloux? C'est le cadeau, la kétonette passive, c'est l'amour de Yaakov, c'est les rêves et l'interprétation que Yosef fait. Peut-être même, sans doute, puisque c'est écrit dans les Mefarshim, le Sforno dit qu'ils étaient jaloux. Pardon, je reprends le Sforno. Il dit de quoi sont-ils jaloux? Il dit le Rabbeinu Ovadia de Sforno, Bechoshvam shebishvil ma'alato etzel aviv ram levavo les saper kaele. Il pense que puisqu'il est d'un niveau supérieur, c'est-à-dire eux ils pensent que lui pense, que Yosef pense, qu'étant donné qu'il les surpasse, alors Yaakov il a ce comportement envers Yosef. Donc ils disent on est jaloux, parce que lui, il croit qu'il est mieux que nous. Ça s'appelle la jalousie. C'est à approfondir davantage. Le Or HaChaim HaKadosh dit quelque chose d'incroyable, que au chapitre 11, au chapitre 37, verset 11, il dit le Or HaChaim HaKadosh, ils ont été jaloux. Notre jalousie était la même que la jalousie des frères. Je reviens tout de suite à votre question. Alors, le Or HaChaim dit ils sont jaloux parce qu'ils se rendent compte que tout ce qu'il fait, c'est min hashamayim. Au da'at d'avoir min hashamayim. Ils disent Yosef, il a atteint un niveau supérieur, validé par le ciel, et donc ils sont jaloux. Un peu comme Caïn et Hevel. Caïn est jaloux du sacrifice de Hevel parce que Akadosh Baruch Hu a accepté le sacrifice de Hevel et non celui de Caïn. Il y a Ravolme, il écrit dans le Shiur Echouba, je pouvais le lire, il a un shiur très intéressant et très profond sur ça. Il dit également, ils sont jaloux du niveau que Yosef a acquis, que eux n'ont pas acquis. Donc ça paraît une bonne jalousie.
Alors, j'ai déjà dit, la jalousie, ça veut dire la jalousie des frères. Oui et non, ça veut dire la jalousie des frères n'a rien à voir avec notre jalousie, mais notre jalousie, elle est complètement liée à la leur. C'est-à-dire, je m'explique. Je parle grossièrement de la jalousie des frères, mais elle est beaucoup plus sensible que la jalousie. Je suis jaloux de la belle voiture du voisin, je suis jaloux de sa réussite, etc. C'est pas aussi chez eux, c'est pas aussi grossier. Mais nous devons, et chacun à son niveau, le tzaddik comme le chacham, comme le pachout, comme le hamaret, lorsqu'on lit la paracha, c'est pas pour dire ce qu'ils ont vécu, mais c'est pour en tirer des leçons. Donc on va ramener le discours à moi, je ne parle que de moi-même, je vous partage ma thérapie, mais voilà, je referme la parenthèse, c'est pas pour expliquer qu'est-ce que eux ils ont fait. C'est très profond, il y a des livres qui expliquent, il y a des chachamim qui expliquent, mais c'est pour essayer de tirer quelque chose pour nous à notre niveau, à mon niveau. Alors, le premier point qu'il faut, enfin il y a plein de points, je ne sais pas dans quel ordre, mais le premier point que je veux partager avec vous, c'est donc ce que dit Rav Rabinovitch dans Tiva Torah. Il dit quelque chose d'intéressant. Il y a peut-être tous ces motifs à la fois. Ils sont jaloux de voir qu'il se prend supérieur à eux, comme dit le Sforno. Ils sont jaloux de voir qu'il a acquis un niveau supérieur qui est reconnu, validé par Hachem. Comme dit le Rachaim, comme écrit Ravolbe. Ils sont jaloux de l'amour de Yaakov envers Yosef, ils sont jaloux des rêves qu'il fait, et ils sont jaloux également du cadeau qu'il reçoit, c'est-à-dire cette tunique. Et là, Rav Rabinovitch y fait un constat extraordinaire. Quel est le sens de cette tunique? En vérité, de l'extérieur, nous voyons Yaakov Avinu, un père, qui fait un cadeau à son fils. Et la Gemara nous dit que la tunique que Yaakov a offert à ses frères, elle valait 2 slaïm, si je ne me trompe pas, 2 pièces, plus cher que la tunique qu'il leur a offert à eux. Donc il a offert à tous ses enfants un costume à 100 euros, et à Yosef, il lui a offert un costume à 120 euros. Donc c'est là qu'Etonet Passim, en tout cas, ce cadeau, cette tunique, a suscité la jalousie. Mais il dit Rav Rabinovitch quelque chose d'extraordinaire. Quel est le sens de cette tunique? Pourquoi Yaakov a offert cette tunique à Yosef? Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est parce que son pantalon il est déchiré, il dit papa donne-moi de l'argent, je vais m'acheter un pantalon, il n'y a pas à être jaloux. Toi ton pantalon il n'est pas déchiré, lui son pantalon il est déchiré. Pourquoi Yaakov il fait ce cadeau et pourquoi la Torah nous le raconte? Il explique Rashi quelque chose d'incroyable. Ou Midrash Agada. Donc Rashi au chapitre 37, verset 3, au début de la paracha. Nous sommes au 3e pasouk de la paracha. Pourquoi cette tunique, elle s'appelle Ketonet, donc la tunique, Passim? Qu'est-ce que ça veut dire, Passim? Il dit Rashi, au nom du Midrash, Al Shem Tsarotav. La tunique porte le nom des 4 épisodes épineux que Yosef va vivre. Ces 4 épisodes épineux, c'est-à-dire les tsarot qu'il va vivre, sont l'acrostiche du mot passim. Yosef, nous dit Rashi, il va être vendu 4 fois. Incroyable. Donc le mot passim s'écrit P, Samer, Yud, Mem. P fait référence à Potiphar. À la fin, Yosef, il est vendu à Potiphar. Le Samer fait référence aux Socharim, aux commerçants. Le Yud, Yishmaelim, fait référence aux Ishmaélites auxquels Yosef sera vendu. Et enfin, le même final du mot passim fait référence au mot Midianim, puisqu'il sera vendu également au peuple de Midian.
Donc, Yaakov Avinu fait un cadeau à Yosef. Mais ce cadeau, il est un message, un SMS, comme on dit aujourd'hui. C'est un message que Yaakov transmet à Yosef. Et il lui dit, voilà ce qui va t'arriver. Est-ce qu'il le dit consciemment, mais Ruach HaKodesh, Minevoa, je ne sais pas. Il faut approfondir Rashi. Mais le cadeau empoisonné, je ne dirais pas empoisonné, au contraire, il le met en garde et il l'avertit de ce qui va lui arriver. C'est peut-être ça qui a permis à Yosef de tenir, de ne pas s'écrouler lorsqu'il est vendu. Son père l'avertit de situations déplorables, dramatiques qui vont lui arriver. Il dit donc, le Rav Rabinovitch, je vais lire quelques phrases. Eux, les frères, n'ont vu que le cadeau. À ce tenter, Yaakov fait un cadeau à Yosef. Mais ils n'ont pas essayé de comprendre, je reviens à vous tout de suite, mon cher ami, juste une petite seconde, je finis la phrase. Mais ils n'ont pas essayé de voir ce que ce cadeau renfermait. Qu'est-ce qui se cachait derrière ce cadeau? S'ils savaient que ce cadeau s'appelle Passim, au nom des tsarot, des drames qui vont lui arriver, alors peut-être et certainement qu'il n'aurait pas été jaloux de lui. Vous dites, Monsieur Meyer, si vous voulez renvoyer votre participation, avec plaisir. N'est-ce pas surprenant? S'il n'y avait pas eu de kétonette, il n'y aurait pas eu... Non, je dis pas ça. Pour ça, c'est pas la kétonette. Enfin, je ne sais pas comment il faut le dire. Je vous dis comment je comprends. Je ne crois pas que c'est la kétonette, c'est-à-dire la tunique, qui va engendrer les tsarot. Les tsarot, il doit les avoir. Pourquoi? Comment? C'est un autre sujet profond et délicat. Mais Yaakov, moi je préfère dire, c'est approfondir davantage. Il y a peut-être plusieurs versions, certainement. Yaakov, il met en garde, il prépare Yosef aux événements qu'il va vivre. C'est comme votre enfant, par exemple, par une semaine, pas d'octonette, pas de jalousie, pas de vente. Pas de vente, pas de Yosef, pas de Am Israël, etc., etc. C'est un long sujet. Est-ce que le Am Israël, il devait passer par ça? Il ne devait pas passer par ça? C'est une très bonne et très grande question. Par exemple, votre enfant va une semaine dans une... La haine ne nous donne pas un regard clair. Je suis dans la jalousie. Je ne peux pas parler de tout, même la jalousie, j'espère. Il faut qu'on arrive au Maguid de Mezrich. J'espère qu'on va dire une idée sur la jalousie. Il y a beaucoup de réactions chez les frères de Yosef, comme je disais au début, avançons un petit peu, mais restons dans la jalousie. C'est le thème de ce soir. Peut-être l'année prochaine, on parlera de la haine. J'espère aussi que nous comprendrons quel kavana. J'ai pas compris, excusez-moi, Mechila. J'ai pas compris ce que vous dites, Meyer. Je peux vous dire aussi concernant Akadosh Baruch Hu, El Kana Shemo. Ah oui, ouh là là. Très très bonne question. Donc, vous envoyez votre enfant, il va faire une semaine de camp d'hiver. Ils vont aller à la neige, ils vont aller faire du ski, et vous lui dites, attention, tu vas rencontrer le froid, alors tu prends un manteau. Tu vas rencontrer, je sais pas, tu vas faire du ski, alors fais attention, prends tel pantalon, telle jupe, tu vas, etc. Tout ce que tu vas rencontrer dans ton voyage. Donc, prépare-toi. Moi, je préfère le lire ainsi. On n'est pas non plus dans l'explication de ce Rashi. Mais, donc, Yaakov Avinu, en tout cas, cette tunique,
contient l'avenir, au moins plus ou moins proche de Yosef. Et donc, y a-t-il raison d'être jaloux de cette kétonnette? Si les frères savaient, ils avaient compris, bien sûr à leur niveau, encore une fois, on ne va pas le répéter toutes les 2 minutes, mais à leur niveau, s'ils avaient saisi l'enjeu profond, qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui s'inscrit dans cette tunique? Aurait-il été jaloux? Donc la jalousie, nous dit Rav Gabriel Rabinovitch, la jalousie, c'est lorsqu'on analyse l'extériorité de la vie de l'autre sans essayer de comprendre l'intériorité, la pnimiout, sans essayer d'intégrer le fond des choses et de se dire, c'est vrai qu'il a une plus belle maison, une plus belle voiture, une plus belle tunique, qui réussit mieux, c'est vrai, mais est-ce que ça ne renferme pas quelque chose de plus profond? Et dans cette profondeur, je vais me rendre compte que je ne suis pas fait moi pour ce que l'autre est fait. Ça veut dire que la jalousie, c'est un regard extérieur, vitrine de la vie de l'autre. D'ailleurs, pour dire une phrase du Messilat Yesharim, au chapitre 11, il écrit quelque chose d'incroyable. Akin'a, gab i ena ela chesron yedia vesichlut. La jalousie, celui qui est jaloux du bonheur d'autrui, découle d'un manque chesron yedia, d'un manque de savoir, de connaissance, d'un manque de réflexion. La jalousie nous ramène à nos difficultés en comparaison. C'est possible aussi, c'est un aspect également de la jalousie. Mais le Messilat Yesharim nous dit, la jalousie nous renvoie à notre manque de yedia, à notre manque de réflexion, de connaissance. Il me manque une information dans le schéma, dans ce qui se passe chez l'autre. Et également, il dit, la jalousie témoigne de la sikhlout, de la bêtise, de la sottise de l'être humain. Si tu es jaloux de l'autre, tu es bête, tu es un idiot. Pourquoi l'intérieur serait moins brillant que l'extérieur? Pourquoi si je vois l'intérieur, oula, c'est un peu long. Soit vous mettez le micro, soit vous me l'envoyez en 2 fois. Mais là, j'ai pas eu le temps de lire votre question. Excusez-moi, parce que ça reste 3 secondes. Oui, je suis tout oui. Pourquoi si je vois l'intérieur, ça va enlever mon attrait pour... Ah, très bonne question. Pardon, excusez-moi. C'est que pourquoi, si j'ai un regard extérieur, je vais être jaloux. Et si je regarde à l'intérieur, alors du coup, je vais me dire, ah, ça m'intéresse plus. A priori, l'intériorité, elle devrait être encore plus agréable et plus attrayante que l'extériorité. Très bonne question. Surtout que le Rachaïm est Ravolbe. Alors, Ravolbe, il a un chat, je vous invite à aller le voir, regarder dans Shiuré Chumash. Votre question, elle va bien avec le Rachaïm. Mais comprenons bien. Lorsque nous parlons d'extériorité, chitzoniout et pnimiout, intériorité, je vois que l'autre, il a ce qu'il a. Le bonheur, l'argent, ce que vous voulez. Et j'en suis jaloux. La réussite, j'en suis jaloux. Regardez, je vais vous donner un exemple, un machal. Alors, Rav Rabinovitch dans Tiva Torah, et je reprends l'idée, je dis que ce qu'il dit, c'est écrit dans le Messilat Yesharim, il dit ça c'est de la bêtise, c'est de la sikhlout. C'est un manque de yedia et de sikhlout. Pourquoi? Regardez, je vais vous donner un exemple. Si vous allez, avec vos enfants, voir vos parents, et puis ça va être Hanouka la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, et vos parents, pour Hanouka, ils vont donner un petit billet de 5 € à chacun des enfants. Ou une sucette, des cadeaux. Et ils ne vous donnent rien à vous. Vous allez être jaloux. Vous allez dire, mais papa, pourquoi tu as donné 5 €? Vous allez être jaloux de ce que l'enfant a reçu ou de la sucette. Il va donner une sucette, un bonbon à votre enfant, un paquet de bonbons. Est-ce que je vais être jaloux? Non, pourquoi? Moi aussi, j'aime les bonbons. Moi aussi, je veux des bonbons.
ou bien il va offrir une petite voiture ou des Playmobil, je sais pas, qu'est-ce qu'on offre aujourd'hui aux enfants, si ça marche encore les jouets, mais vous allez être jaloux des jouets que votre enfant a reçus. Si tant est qu'à Hanouka, on offre des cadeaux, mais bon, c'est pas le sujet. C'était un exemple. La jalousie positive qui déclenche un challenge, ça existe aussi. Si j'ai le temps, je répondrai à votre question. Ravolbé parle de ça. Surtout, je reviens à vous, Madame Okara, surtout, pour rebondir d'abord sur ce que dit Meyer, c'est que le Rachaim et Ravolbé disent qu'ils étaient jaloux non pas de quelque chose de grossier, mais de quelque chose, au contraire, du niveau de Yosef. Donc ça a l'air positif. Si j'ai le temps, je vous dirai ce qu'il dit Ravolbé dans Shiur et Chumash. Le livre est là. Ok. S'il leur offre une voiture, posez-vous la même interrogation. Non, mais ça veut dire, il ne va pas offrir une Jaguar ou une Ferrari à votre enfant de 5 ans. Pourquoi? Parce que le cadeau qu'on offre, il est adapté à celui qui va recevoir le cadeau. À partir du moment où j'ai compris que le cadeau est adapté à celui qui le reçoit, je comprends par voie de conséquence inéluctablement que ce qu'il a reçu, ça lui correspond à lui et pas à moi. Si votre maman offre une jupe à votre fille, est-ce que votre garçon ou votre mari va dire « Mais moi, vous m'avez pas offert une jupe. » Mais tu as bien compris que la jupe, c'est pas... Je suis pas jaloux de ce que l'autre reçoit, si tant est que j'ai compris que ce qu'il reçoit, c'est adapté à ce qu'il est. Parce qu'à partir du moment où je comprends que c'est adapté à ce qu'il est, je comprends par voie de conséquence que ça ne m'est pas adapté. Ah, jaloux de l'intention du cadeau. Mais j'ai dit tout à l'heure, ça a l'air de l'Agma, j'ai pas pris l'Agma avec moi, mais regardez dans Dafi ou Daboudmet dans Masechet Shabbat, que Yaakov, il a offert des tuniques à tout le monde. Le cadeau, il l'a fait à tout le monde. Mais à Yosef, il lui a fait un cadeau adapté qui s'appelle Passim, c'est la Mechira de Potiphar, Socharim, Ishmaelim et Midianim. Lorsqu'on pénètre l'intériorité des choses, du cadeau, de celui qui le reçoit et de moi qui ne l'ai pas reçu, je vais pas être jaloux. Si j'ai pas le permis, est-ce que je vais être jaloux qu'on a offert une voiture à mon frère qui a le permis? Je vais pas être jaloux. Pourquoi n'ont-ils pas senti l'adaptation de leur propre cadeau qu'ils ont reçu? Parce que, c'est ça qui dit le Messilat Yesharim, c'est ça qui dit Rav Rabinovitch, parce qu'ils se sont arrêtés, encore une fois, on ne parle pas d'eux, parce qu'ils se sont arrêtés dans un regard extérieur. Pour ne pas être jaloux, la jalousie, c'est lorsqu'on vit dans la superficialité, c'est très difficile. Si lui, il a reçu, c'est que ce qu'il reçoit, c'est adapté à lui. Et par conséquent, ça ne m'est pas adapté. On peut donner 1001 machalim, 1001 exemples, mais comprenons bien, le cadeau ne reflète pas uniquement de l'affection, et c'est parce qu'il reflète de l'affection entre le donneur et le receveur, en l'occurrence Yaakov et Yosef, que je dois comprendre que ce que le donneur a donné au receveur, c'est justement parce qu'il a cette affection profonde qu'il va lui offrir quelque chose d'adapté. Et en vérité, au vu de cette idée de Rav Rabinovitch, j'ai envie de dire que c'est Yosef qui aurait dû être jaloux. Parce que Yosef, la jalousie n'est pas une réaction réfléchie. Exactement, tout à fait. C'est ça qui dit le Messilat Yesharim, c'est ça que dit Tiva Torah. C'est parce qu'on ne réfléchit pas qu'on est jaloux. Si on met du da'at, de la yédia, et si on sort de la sikhlout, de la sottise, il faut être bête et idiot pour être jaloux. Parce que l'idiot, c'est celui qui voit les choses dans leur extériorité et non dans leur intériorité, et donc il est jaloux. Et j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est Emet, j'ai envie de dire que c'est Yosef qui aurait dû être jaloux des frères. Parce que Yosef, il comprend le message de la tunique Passim qu'il reçoit. Et il aurait pu dire à son père, pourquoi tu m'offres cette tunique? Pour m'annoncer ou pour m'avertir des catastrophes qui vont m'arriver? Offre-moi une tunique comme tout le monde, qui ne comprend pas, qui ne contient pas ces messages négatifs. C'est peut-être Yosef qui aurait dû être jaloux. Donc ils sont jaloux de quelque chose qui ne leur correspond pas. Vous comprenez l'idée? La jalousie, comment il dit Rav Rabinovitch?
Mais achar sheroet atzmo mekupar. C'est-à-dire que tu vois, tu es frustré. Tu vois que l'autre il a et toi tu n'as pas. Mais si on réfléchit, on pense, justement, on va mettre du sechel, qu'en vérité, je ne connais pas la profondeur, la pnimiout, donc l'intériorité de ce que l'autre reçoit, alors je suis jaloux. Mais si j'essaye de rentrer un peu dedans, je vais voir que ce qu'il a, ça lui correspond à son défèche, à son gouffre, à sa déchama, à ce qu'il est, à sa mission. Et moi, c'est pas la mienne, tout simplement. Ça a l'air simple, mais oui, c'est ce que dit le Messilat Yesharim. C'est un manque de yédia, c'est un manque de réflexion, et c'est tout simplement de la sirlout. Il faut être idiot. Sirlout, c'est tipshoot. Il faut être bête pour être jaloux. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Alors après le Messilat Yesharim, bon ça je ne sais pas si on aura le temps de le faire, c'est un petit peu plus loin, il va nous expliquer comment on fait pour travailler la jalousie. Bon, c'est un peu plus loin dans le livre, et c'est toujours au 11e chapitre. Si on a le temps, je ne sais pas, le temps avance, Rabotai, il y a encore 2-3 points à dire. Vous comprenez, ça c'est le premier point. Premier chidouche. Je n'ai certainement pas répondu à toutes vos questions, mais là. Deuxième chidouche. Il y a quelque chose de très intéressant. Ah oui, Rabbi Moshe Al-Shir, il fait un constat merveilleux dans toute cette souria, dans tout ce sujet de la jalousie. Il dit, regardons. La paracha précédente, c'est quoi? C'est la paracha de Vaishlach, la paracha de la semaine dernière. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la paracha Vaishlach? Yaakov Avinu, il se prépare, il se met en contexte d'aller à la rencontre de Esav. Il a un problème avec Esav qui veut le tuer. Et tous, Esav, là en l'occurrence, il s'agit de Yosef, un homme. J'ai pas compris, qu'est-ce que vous voulez dire? Là, il s'agit d'un homme. J'ai pas compris, excusez-moi. Si vous voulez prendre le micro ou si vous voulez réécrire, avec plaisir. Ok. Donc, Yaakov Avinu, dans la paracha de la semaine dernière, il est confronté à Esav et toute son armée, 400 hommes, qui ont tous la haine envers Yaakov. Et avant ça, on peut rajouter, il a eu des problèmes avec Lavan. Donc Yaakov, il n'a pas eu une vie facile jusqu'aujourd'hui. Et la Torah nous dit, Vayeshev Yaakov. Yaakov Avinu se dit, après que j'ai traversé la tempête blanche de Lavan, après que j'ai passé la tempête de Esav, je peux enfin m'asseoir tranquillement. Vayeshev, Beyishuv ou Beshalva. Eh bien, la Torah nous dit que Yaakov Avinu, il avait donc des voisins qui n'étaient pas bons. Et pourtant, il voulait être à un moment donné tranquille. Et il se rend compte que c'est chez lui, à la maison, il y a eu aussi le problème avec Shrem, Dina. Il a passé déjà des épisodes difficiles avec tous ses ennemis. Et Yaakov il dit, je vais aller à la maison tranquille. Vidgalgela kin'a vesin'a bebeto. Be'az kvar lo nach velo shakat ela baou galet sarot. Incroyable. Ça veut dire que la Torah, mais derech Moussar, il dit le Maharam al-Shir, tel que c'est ramené ici dans le livre des Tivot Da'at. La Torah, elle vient nous dire, tu crois que tu as réglé tes problèmes avec les autres, mais les vrais problèmes que tu dois régler dans ta vie, c'est pas avec les autres, c'est chez toi à la maison. Peut-être, je ne parle pas d'Yaakov, mais, oui, il y a un micro qui s'est allumé, il y a quelqu'un qui veut poser une question, on continue. Yaakov, ce que ça nous apprend, il dit Rabbi Moshe Al-Shir, la Torah, elle nous dit, tu as réglé. Là aussi, on est dans une forme de chitzoniout, pnimiout.
Tu as réglé plus ou moins des problèmes avec des gens qui te sont extérieurs, mais est-ce que tu as réglé les problèmes de l'intérieur, qui sont tes propres enfants, à la maison? Encore Dina, bien évidemment, c'est une épreuve difficile, ce qu'a subi Dina, mais c'est encore par un élément extérieur, c'est Hamor ben Shechem qui va la violenter. Mais là, c'est à l'intérieur même de sa demeure, de son foyer, qu'il va rencontrer les vrais problèmes. Y a-t-il une notion de cause-conséquence entre extérieur et intérieur? Bien évidemment, tout à fait, c'est juste. Ça aussi, le Messilat Shecharim parle de ça, le Sefer HaChiduch, Veod, bien sûr. La pnimiout a un enjeu sur la chitzoniout, c'est pour ça que le Maharal nous dit que le visage, ça s'appelle panim, parce que le visage exprime l'intériorité. Or, le visage n'est la seule partie du corps qui se voit de l'extérieur. Parce qu'en vérité, ce qu'on doit voir de l'autre, ce n'est pas sa chitzoniout. Parce que, et c'est d'ailleurs comme l'explique longuement le Chafetz Chaim dans tous ses ouvrages sur le Lashon Hara, c'est ça le problème du Lashon Hara. Le Lashon Hara, on l'avait déjà dit une fois, le Lashon Hara, c'est lorsque je porte mon analyse et mes propos sur l'extériorité de l'autre, sur la vitrine de l'autre, et je ne rentre pas dans la pnimiout. C'est une traduction extérieure de ce que l'autre fait, et ça, c'est dramatique. Et Yosef lui-même, chacun à son niveau bien évidemment, à leur niveau géantissime, Yosef, il a un parler, que la parole c'est pnimiout, ritzoniout. Yosef, il raconte des choses, mais qui est son analyse, qui est l'analyse qu'il a de l'extériorité comportementale de ses frères. Et il va se passer quelque chose d'immensément intéressant quant au rêve de Yosef au début et à la fin de la paracha avec le rêve du maître échanson et du maître panetier, c'est que Yosef, il doit interpréter des rêves. Et interpréter Pitaron Chalomot, Sofnat Paneach. Regardez Rashi, les Rishonim, l'interprétation du rêve, ce n'est pas une lecture vitrine de ce que tu racontes. C'est rentrer dans la pnimiout de l'être, et nous savons, tel que c'est écrit dans la Gemara, il y a un livre très intéressant de Rav Yehuda Petaya, qui s'appelle L'interprétation des rêves, je crois. Il y a un livre qui s'appelle Mishnat Chalomot. Dans la Torah, dans le Chol, tout le monde connaît ce qu'il y a, mais dans le Kodesh aussi, il y a des livres extraordinaires. La symbolique du rêve, c'est de savoir rentrer dans la pnimiout et des éléments qui ont constitué le rêve, et de la personne qui a rêvé. Il y a tout un chapitre dans Brachot. Il y a ce jeu dans cette paracha de Chitzoniout Pnimiout, qui est le jeu de la vie, J-E, c'est le jeu de la vie de... Et ce que nous dit ici le Rabbi Moshe Alshir, c'est lorsque on a réglé les problèmes extérieurs ou qu'on les a apaisés, Vayeshev, Yaakov y pense, à son niveau bien sûr, que là maintenant il peut s'asseoir tranquille chez lui à la maison, et les problèmes ils commencent, les vrais problèmes de la galoute de Yaakov, c'est maintenant, tout ce qu'il y avait avant c'était extérieur, c'est du superficiel, c'est du feu d'artifice. Yaakov, Lavan et Esav, c'est extérieur. Mais là, les problèmes, ils sont de l'intérieur. Et là, on va voir un Yaakov à une autre dimension. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est Yosef, c'est ses frères, mais c'est comment Yaakov Avinu, il va vivre et gérer toute cette haine et cette jalousie. Il y a déjà un pasouk très intéressant au chapitre 37, verset 11, mais ce soir, c'est pas la réaction de Yaakov, parce qu'il n'y a pas que la réaction des frères, il y a aussi la réaction de Yaakov. Mais il y a voilà, ce débat entre Chitzoni ou Pnimiout. Il y a des Mefarshim qui font ce travail tout au long de leurs ouvrages, comme le Maharal, comme le Sfat Emet, comme Rav Tzadok, etc. Il y a encore beaucoup de maîtres, le Maharsha, etc., le Gaon de Vilna, le Harizal, etc. Tous les maîtres de la Torah, ils font ce travail de déchiffrer, ça veut dire, on est dans une vie, on est dans un monde à deux niveaux. Et Akadosh Baruch Hu, on l'a souvent rappelé, Akadosh Baruch Hu aussi, Kaviachol, Akadosh Baruch Hu aussi, c'est ainsi qu'il se comporte avec l'homme, avec la création. Il y a un Akadosh Baruch Hu extérieur qu'on appelle le Niglé, la partie dévoilée, entre guillemets, divine, et il y a le Nistar.
il y a la partie voilée, la partie cachée, la partie que nous devons interpréter, interprétative, je ne sais pas si ça se dit en français, si ça ne se dit pas, ben je l'ai inventé, si ça se dit, ben je l'ai deviné. En tout cas, il y a la partie du pitaron, ça veut dire rentrer dans la pnimiout des choses. Allons-nous jusqu'à dire qu'une vie sans problème est un problème, puisque, j'ai pas eu le temps de lire le puisque, est-ce qu'une vie sans problème, c'est un problème, puisque... Pardon, si vous voulez renvoyer le puisque, entre-temps je reprends un peu mon souffle et une gorgée de thé, puisque rien ne se passe. Alors attention. Attention. D'abord, chez tout le monde, il se passe quelque chose. Sinon la vie, elle est monotone, elle est plate. C'est de la galette. C'est pas très intéressant. La question de savoir, c'est pas est-ce qu'il se passe des choses ou est-ce qu'il se passe rien. Chez tout le monde, il se passe quelque chose. Je ne dis pas que chez tout le monde, il y a des épreuves, il y a des drames, il y a des problèmes, il y a des problèmes de couple, de chidour. Chez tout le monde, il se passe quelque chose. La parnassa, la santé, le couple, les enfants, la Torah, la pratique de la Torah, les amis, la communauté. Chez tout le monde, il se passe quelque chose. L'enjeu de la vie, c'est pas de savoir est-ce qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Parce que vous savez, les choses, elles se passent. C'est l'homme qui les écrit. Akadosh Baruch Hu met l'homme dans une situation. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Soit tu vas la vivre dans son aspect chitzoni, extérieur, soit tu vas le vivre dans son aspect pnimi, intérieur. Et les plus grandes choses ne sont pas celles qui se passent de façon extérieure, comment on dit, pour attirer l'œil, etc. Les grandes choses, on a parlé tout à l'heure, et on va y revenir, du Maguide de Mezrich, qui est l'élève de Rabbi Israël Salanter, oh là là, je me trompe avec Rabbi Israël Salanter, de Rabbi Israël Baal Shem Tov. Je ne sais pas si vous avez vu le Beth Midrash du Baal Shem Tov, il ne paye pas de mine, c'est pas quelque chose de... Comme aujourd'hui, Baruch Hashem, on fait des super shul, et c'est très bien, c'est important, mais vivez dans une simplicité, c'est pas obligatoirement... alors attention, aujourd'hui, un père a-t-il le droit de favoriser un enfant plus qu'un autre enfant? C'est une très bonne question, c'est pas le sujet de ce soir, surtout qu'il ne reste pas beaucoup de temps. C'est une très grande discussion, est-ce qu'on a le droit de favoriser? Et en vérité, ce qui sort de ce commentaire de Rashi, c'est que non seulement qu'il a le droit, il a le devoir, parce qu'on n'éduque pas un enfant, c'est la règle numéro 1 du chinour, c'est la règle numéro 1. Il y a des gens qui parlent à leurs enfants comme ils parlent à leurs femmes. Si je suis jalouse de l'intelligence de quelqu'un, ce n'est pas son extériorité. Si je suis jalouse de l'intelligence de l'autre, ce n'est pas son intériorité. Je ne sais pas, d'abord parce qu'il existe de l'intelligence intérieure et de l'intelligence extérieure, premièrement. Deuxièmement, je dis que c'est extérieur dans le sens où l'interprétation de pourquoi lui il a de l'intelligence et moi je n'ai pas, ça c'est une vision extérieure du monde, c'est une vision superficielle. Mais donc, il y a une intériorité à la maladie santé, mais bien évidemment, bien sûr, tout a une pnimiout. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Vous savez comment il s'appelle le monde? Vous connaissez cette idée. Le monde, il s'appelle Olam. Qu'est-ce que ça veut dire Olam? Comment l'apercevoir? Il faut beaucoup de siyata dishma, il faut beaucoup de tfila, il faut beaucoup de limoud, beaucoup d'analyse, beaucoup de patience. Pardon, Mika, je reviens à toi. Question par question. Ouh là là, Madame Bokara, Mika, une toute petite seconde. Ça commence à fuser, Baruch Hashem, une petite seconde. Question par question. Il faut beaucoup de patience, beaucoup d'authenticité, beaucoup de bonne midote, beaucoup, en tout cas, au moins dans les idées que nous avons vues ce soir, il faut au moins, il faut sortir de la type shoot. Il ne faut pas être un idiot, il ne faut pas être un imbécile. Alors c'est facile de le dire. Alors je reviens à ce que disait Madame Tsipora. L'analyse que je fais, je ne dis pas ce que l'autre il a dans la pnimiout, mais l'analyse que j'en fais, elle est extérieure. Parce que dès que je rentre dans la pnimiout, alors je vais rentrer dans le nefesh et ses kochot, je vais rentrer dans le gouf et ses kochot, et je vais voir qu'il n'a pas le même corps, et la même neshama, et le même sechel que moi, et que tout ce qu'il a, ça lui correspond comme un gant, et si moi je rentre dans ses chaussures, je vais avoir mal aux pieds. Alors question par question, Mika, si tu veux renvoyer ton flash avec plaisir. J'ai pas dit le Maguide de Mezrich, donc à la fin, vous me laissez 4 minutes. Si Mika n'est pas là, Beth Shammai n'a-t-il pas vu que y a-t-il une jalousie de Beth Shammai envers Beth Hillel? Alors nous allons revenir à Beth Hillel et Beth Shammai. Ok, ça c'est la cerise, c'est le Maguide de Mezrich. Nous allons y revenir. Madame Bokara, vous dites
Il faut une vision intériorisante, voir si ça s'adapte à nous. Voilà, ça veut dire, plus que ça, il y a deux choses. La pnimiout, c'est de comprendre que ce qu'il a, ça lui correspond et ça ne me correspond pas. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas seulement que ça lui correspond, parce que je dis ça lui correspond, ça pourrait aussi me correspondre. Parce que nul, comme nous enseignent les sages dans le Talmud, dans la vote des Rabbi Nathan, nul être n'est semblable à l'autre. Keshem shepar tufehem shonot, kach deotehem shonot. C'est un texte fabuleux. De la même façon que les humains ne se ressemblent pas dans leur visage, ainsi ne se ressemblent pas dans leur date, dans leur intériorité la plus profonde et la plus intime, comme nous explique Ravolmé. Le date, c'est ce qui vient juste avant la Neshama. Mais déjà, au moins, parce qu'il faut rentrer dans les couches de l'intériorité. Je disais le monde, il s'appelle Olam. Pourquoi le monde, il s'appelle Olam? Il y a des gens qui vivent, c'est des gens qui s'appellent pragmatiques, c'est des gens qui s'appellent, ils ont les pieds sur terre, ils ont les yeux en face des trous, ils ont la tête sur les épaules. Mais tout ça, c'est complètement mensonger. Parce que si la seule vue que j'ai du monde, c'est ce que mes yeux voient, on avait parlé une fois de la vue, si la seule vision, interprétation que j'ai du monde, c'est ce qui se passe devant moi, c'est une erreur. Le monde lui-même, il s'appelle Olam. Olam, ça veut dire caché. Ça veut dire que si la vision du monde que tu as s'arrête à ce que tes yeux voient et ce que tes sens sentent, t'es dans le shaker. Par définition, tu es dans le mensonge. Par définition. Par définition, tu es dans l'erreur. Par définition, tu es dans la type shoot. Le monde, il s'appelle Olam. Akadosh Baruch Hu, il a deux facettes, Niglé et Nistar. Nes Niglé, Nes Nistar. Je vous pose une question, j'attends pas de réponse, surtout que le temps avance. Mais est-ce que Hanouka, c'est un miracle voilé ou c'est un miracle dévoilé? Nous savons que les miracles de Pessah, de la sortie d'Égypte, sont dévoilés, sont manifestes. Mais le miracle de Hanouka, c'est un miracle manifeste ou c'est un miracle caché, celui de Purim, etc. etc. Et Akadosh Baruch Hu, s'il y a celui qui veut voir Akadosh Baruch Hu seulement dans ce qu'il voit, et il n'essaye pas de voir Akadosh Baruch Hu là où il faut aller le chercher. Bon, et Rabotai, le temps avance. Pour synthétiser, le Maharam Al-Shir, il nous dit, Yaakov Avinu, il a eu tous ces combats avec Esav et Lavan depuis sa naissance, qui sont des combats immenses, bien évidemment, sans de rien réduire, mais ce sont des combats extérieurs, ce ne sont pas des combats intérieurs. Là, ce qui va se jouer là maintenant chez lui à la maison, entre lui et ses enfants, c'est là où Yaakov Avinu il commence à exister. Parce que c'est là où il va se jouer quelque chose dans la profondeur de tous ces êtres profonds et immensément grands. Et encore une fois, pour synthétiser et conclure avec le Maggid de Mezrich, nous allons voir tout de suite ce qu'il dit, Be'ezrat Hashem Vinoam, ça veut dire, et toute la paracha, le Lashon Hara, les rêves et les interprétations, et ainsi de suite, ce qui se passe avec Madame Potiphar, je n'ai pas le temps de le faire sur toute la paracha, mais vous allez voir que c'est ce jeu-là, ce JE, qui se cherche entre l'extériorité des choses, des gens, des événements, et l'intériorité. N'attendons pas qu'il se passe quelque chose dans notre vie. Notre vie est déjà quelque chose qui se passe. Notre vie, c'est de rechercher le sens profond qui se trame, qui se dessine à l'intérieur des choses. Il faut beaucoup étudier, beaucoup prier. La tfila, c'est Avodah Shem Alev. Toute la Torah, c'est Rahaman Ali Babae, etc., etc. Moran et Rabotai, pour conclure. C'était tout ça, l'introduction pour une phrase. Il dit le Maggid de Mezrich. Je vais vous le lire. On revient, comme il nous rappelle Mika, parce que depuis tout à l'heure il attend. Alors il faut nous expliquer qu'est-ce qu'elle dit cette Gemara. Alors, une phrase, parce que c'est une étude en soi, mais une phrase. Il dit le Maggid de Mezrich. Donc vous vous rappelez, on a commencé, on a dit Bet Shammai, Bet Hillel, ils sont en marloquette, selon qui va être la halacha, et il y a une batkol qui dit Elou ve'elou divrei Elokim Chaim. Il y a de multiples explications et de réflexions autour de ça. Mais il dit une phrase que j'ai beaucoup aimée, et je trouve qu'elle est bien reliée à la paracha. Levaer. Katav Amagid mi Mezrich, dans l'Ikouté Amarim. Kevan Sheshne Hacholkim, puisque les deux antagonistes, les deux adversaires, Bet Hillel et Bet Shammai, Kavanatam, leur kavana, la kavana c'est quelque chose qui se joue à l'intérieur. Les Kishut Hashchina Hakdosha, littéralement, c'est pour parer, pour embellir la Shrina. C'est-à-dire quand Bet Shammai dit quelque chose, il essaye de comprendre qu'est-ce qu'elle dit la Shrina. La Shrina, c'est le dévoilement de Dieu qui réside sur terre. Et Bet Hillel, pareillement. C'est-à-dire que leur débat, ce n'est pas de ramener les choses à eux, mais c'est de savoir comment on va dévoiler de la meilleure façon
Akadosh Baruch Hu. Et là, chez Machloktam, I eze derech yoter na'a. Quelle est la plus belle façon de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde? Et de ça, Venimtsa, et il se trouve, Sheyesh Lamelech, Ta'anug Mishnehem. Le roi a un délice, il se délecte des deux opinions, non pas du contenu de l'opinion, mais de l'élan de chaque antagoniste, de chaque adversaire. Biroto, lorsqu'il voit Shekol Magamatab, lorsqu'il voit Kadosh Baruch Hu, que l'objectif de chacun, ce n'est pas son ego, ce n'est pas pourquoi moi j'ai et pourquoi moi j'ai pas, mais c'est comment je vais faire les choses pour dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est faire sortir Akadosh Baruch Hu qui est dans la pnimiout, c'est comment le mettre en exergue, comment mettre en valeur Akadosh Baruch Hu. Et ça, Akadosh Baruch Hu, ça lui fait plaisir. Ah, on va le relire. Kevad sheshne acholkim. Étant donné que les deux opinions, kavanatam, leur intention, c'est d'embellir la Shrina Hakdosha, les kishut, à Shrina Hakdosha. Et là, chez Machloktam hi, ezederech yoter na'a. Quelle est la voie la plus belle qui va dévoiler au mieux, qui va faire sortir Akadosh Baruch Hu de sa cachette? Venimtsa, et il se trouve chez Shlamelech Ta'anug Mishnehem. Pardon, je finis la phrase, je reviens à vous. Et il se trouve que le roi a un délice des deux opinions, non pas dans ce qu'ils disent, mais dans la démarche qu'ils ont. Bir Oto, lorsque la Shrina, lorsque le roi voit chez Kolmat Gamatam, que tout leur objectif n'est rien d'autre que de le glorifier. Vous dites, Madame Bokhara, avant de conclure, notre meilleure intériorité est d'extérioriser Hachem au mieux, exactement, de notre pnimiout, parce qu'Hakadosh Baruch Hu, il est shochen betocham, donc il y a une dimension d'intériorité dans la notion de exactement, la pnimiout, elle est dans le Leshem Shamaïm, et notre pnimiout, de notre pnimiout, on doit découvrir nous-mêmes, on doit se découvrir, on doit apprendre à découvrir l'autre, et surtout, et encore plus, Akadosh Baruch Hu. Voilà le chidouche que je voulais vous partager du Maggid de Mezrich à travers la paracha. Je vous souhaite un bon Shabbat. Je sais, il y a encore beaucoup à dire. Je vous avais dit peut-être à Volmer, mais bon, le temps, voilà, il est tard. C'est Shabbat, c'est l'hiver. Les Shabbats de l'hiver, ils sont courts, il faut se préparer. Il y a... Regardez Shiurei Chumash, il a un très beau shiur sur ça. Le Messilat Shem dans Perek Yud Aleph, et encore beaucoup de livres qui parlent de la jalousie. Mais voilà, ça veut dire la jalousie, c'est lorsqu'on ne regarde plus que son intérêt, on oublie qu'il y a dans les choses l'intériorité de l'être, et l'intériorité de l'être, c'est d'arriver à dévoiler Akadosh Baruch Hu qui est au plus profond de nous. Morav et Rabotai, je vous dis Shabbat Shalom, un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie, bien évidemment, nous prions, nous poursuivons à la Yeshiva avec Avinu Malkenu, avec les Teilim, le Shalom en Eretz Israël, la libération des otages, la réfoua chez les mains de tout le monde, la santé de tout le Ham Israël, que tous les ennemis d'Israël tombent et nous laissent tranquilles pour que nous puissions, Bezrat Hashem, s'asseoir véritablement Beshalva, une Shalva de l'extérieur, une Shalva, ça veut dire que nous soyons paisibles et sereins de l'extérieur et de l'intérieur, et la finalité, la magama, comme dit le Maggid Mezrich, l'objectif de tout cela, c'est de pouvoir glorifier Akadosh Baruch Hu. Comme j'aime dire qu'Akadosh Baruch Hu envoie, pour tout le Ham Israël, vous envoie des cascades de bénédictions pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemo La'ad, bien sûr, avec le sourire et la simcha. Shabbat Shalom, L'chaim tovim ul shalom.